Bonjour Olivier Bianchi. Bonjour Marc-Alexis. Merci d'être avec nous dans ce lever de rideau, une émission que vous connaissez, on s'y est déjà entretenu ensemble, merci de votre confiance. Aujourd'hui on l'a fait un petit peu différemment, dans un décor nouveau, la salle dite de la bibliothèque, mais qui est en fait la salle du bureau municipal. Expliquez-moi. C'est là où se réunissent le maire et les adjoints tous les lundis soirs pour décider des décisions qu'on doit prendre au quotidien, et ça depuis très longtemps, déjà sous Roger Quillot, sous Serge Godard, et aujourd'hui avec moi. Donc c'est une salle dans laquelle il s'est pris beaucoup de décisions. Et où il s'est dit beaucoup de choses. Et il se dit beaucoup de choses qui ne sortent pas de ces murs. C'est dur d'être élu, d'être maire en ce moment. J'ai choisi et personne ne m'a obligé à me présenter. Vous avez bien vu qu'il y a toujours beaucoup de candidats à ce poste, donc je vais pas essayer de me plaindre, c'est pas du tout l'objet. Je suis très fier des responsabilités qui me sont données, je suis très fier d'être engagé, mais par contre c'est vrai que je pense que la fonction a beaucoup évolué, le monde dans lequel nous sommes a beaucoup évolué. Il y a une individualisation de plus en plus forte, donc il y a une difficulté à défendre l'intérêt général. Il y a une violence des réseaux sociaux qui est sans précédent. Il y a des gens qui s'autorisent des expertises sans connaître rien, alors que le maire n'est pas tout seul à gouverner en réalité. Le maire est entouré de très nombreux experts, d'ingénieurs, de techniciens, de juristes, de comptables, de financiers. Oui, mais est-ce que ça rend pas plus difficile l'exercice du pouvoir pour des hommes et des femmes qui ont envie, des citoyens de base, qui ont envie d'accéder à certaines fonctions et qui, malheureusement, n'ont pas les compétences techniques. J'ai pas dit intellectuelles, mais j'ai dit techniques. Non, et surtout les légitimités, parce qu'ils l'ont. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup mis en œuvre tout ce qu'on appelle la démocratie contributive. Le budget participatif, par exemple, c'est une façon d'associer les citoyens qui décident eux-mêmes, au fond, des investissements de la ville. Mais il faut qu'on soit exigeant. Le corollaire de la démocratie contributive est tenu aussi avec un engagement de formation, de transmission. Et donc, c'est exigeant de vouloir s'occuper du bien public et de la chose collective. Imaginons que nous soyons dans 30 ans. On se retrouve tous les deux, chacun à nos postes. Et nous avons vieilli, on a pris de la maturité. Même la question a maturé. Est-ce que dans 30 ans, je n'aurais pas envie de vous demander si c'est toujours d'actualité de vouloir être un élu? Est-ce que ce ne sont pas les technocrates qui vont prendre le pouvoir sur les élus? Je ne crois pas, parce que d'abord, dans 30 ans, je rassure tout le monde, je ne serai plus maire de Clermont-Ferrand. Vous avez dit dans le même poste, vous serez toujours là à commenter et à analyser la vie publique, mais non, je ne crois pas qu'il y aura... Au contraire, je crois qu'il y a un vrai retour de la politique. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, les tensions internationales, les montées de populisme, les conflits dans le monde, la question de la santé publique, les problématiques de développement économique vont demander, c'est un retour de l'histoire, ça va pas être le temps que de la technocratie, ça va être au contraire le temps des valeurs, des principes et des femmes et des hommes qui portent l'engagement public. Je vous pose la question différemment, Olivier Bianchi. Vous parlez du monde, vous parlez de la montée des populismes de l'Europe. Vous êtes féru d'histoire. On le sait, on en avait déjà parlé dans cette émission. Qu'est-ce que tout ça vous donne comme analyse, ou quelle analyse voulez-vous faire de ces montées de populisme, mais avec votre casquette d'historien? De mon point de vue, ça ressemble furieusement aux années 30. Ah, vous allez jusque-là? Oui, et je vais même vous dire des choses. Évidemment, la montée des nationalismes, partout en Europe, certains sont déjà au pouvoir. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Turquie et ailleurs. Mais c'est aussi les conflits des gauches, par exemple, qui passent leur temps à se critiquer, à s'opposer, à se croire irréconciliables, et qui en réalité laissent passer l'extrême droite. C'est exactement la même chose dans le Berlin des années 30 entre, à l'époque, les sociodémocrates et les communistes. Donc il faut absolument qu'on retrouve un peu de sagesse, un peu de nuance, un peu d'intelligence collective, un peu de tolérance, et qu'on se pose des questions. Le coût d'un nationalisme fermé qui serait protecteur va être tellement puissant en termes de désagrément qu'on va tous vivre des moments très difficiles. On ne peut pas se payer ce luxe-là. Il faut au contraire retrouver une nouvelle ambition, notamment européenne. Il faut
que nous puissions compter dans le monde qui vient entre le modèle américain et le modèle chinois, entre ceux qui sont pour la liberté mais sans l'État et ceux qui sont avec un État sans la liberté. Nous, au contraire, l'Europe, on est ces valeurs d'État de droit, où l'égalité, la liberté, la puissance étatique ne se construit pas contre l'ambition individuelle de chacun et de chacune. Vous avez parlé des États-Unis, on pourrait associer ce que vous venez de dire au bipartisme qui existe toujours aux États-Unis. Vous avez critiqué un peu les gauches, avez-vous dit, Olivier Bianchi. Est-ce que nous, Français, aujourd'hui, dans notre histoire contemporaine, immédiate, on a encore besoin des clivages politiques? Oui, parce que c'est parce que vous avez des confrontations que vous trouvez des nuances et que vous trouvez ensuite des compromis. Pas des compromissions, des compromis. En fait, la démocratie, c'est je suis pour, je suis contre, pour essayer de prendre un langage générique, et moi qui suis contre et moi qui suis pour, après avoir posé nos positions, trouvé des terrains d'entente, fait un pas les uns vers les autres, nous trouvons une voie médiane qui est la voie de la gouvernance partagée. Si au contraire vous dites qu'il n'y a plus de clivage, qui s'autoproclame le décideur de la voie médiane? Et ça, c'est un vrai sujet, y compris en France actuellement. Olivier Bianchi, pourquoi avoir déclenché tous les travaux dans Clermont-Ferrand en même temps? Veuillez me pardonner pour l'enchaînement des questions qui font qu'on passe d'un sujet éminemment intellectuel à un sujet éminemment concret. Mais concrètement, même pour venir faire cette interview ici, j'ai dû enjamber pas mal de trous. Oui, et c'est normal que vous posiez la question. Et c'est normal aussi que je prenne le temps de le dire, parce que je mesure l'agacement, l'irritation, les inquiétudes légitimes de tous ceux qui le vivent. Donc je prends cette question très au sérieux et je veux la poser très sérieusement. D'abord parce que nous devons nous doter d'un transport public efficient sur notre territoire. Il est encore trop faible. 70% des habitants sont seuls dans leur voiture pour faire moins de 4 km. Je ne parle pas des gens qui viennent de loin, je parle des gens intramuros. Et donc, il nous faut absolument, partout, il y a 4 lignes de tramway, il y a 2 lignes de métro, il y a 3 lignes de tram dans les grandes villes qui sont comme les nôtres. Nous devons avoir des nouvelles lignes de transport public en site propre, c'est-à-dire sur une voie dédiée, cadencée, c'est-à-dire pas avec des horaires, toutes les 6 minutes. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça que vous êtes en train de préparer. C'est ça, c'est le fameux Inspire, 27 km, qui vont relier tous les grands points, hein, les lycées, l'aéroport, la gare SNCF, diront certains enfin, le Zénith, les 2 grands endroits d'emploi de la ville, c'est-à-dire la zone économique du Brézé et celle de la Part-Dieu. Donc, une densité de population. C'est-à-dire qu'on parle potentiellement de 20 000 voyageurs jour, en plus des 70 000 dans le tramway. Et économiquement, c'est très intéressant, important, j'ai envie de dire, parce que vous avez parlé de l'aéroport et de la gare. Exactement. Donc, c'est des connexions absolument nécessaires, indispensables. On a un peu de retard. Ces 27 km, ils sont tout neufs. Donc, il faut refaire en dessous tout ce qui est la ville du sous-sol. Oui, mais enfin, ça fait 50 ans qu'on aurait pu le faire. Ah mais en fait, on a 364 km de voirie sur la métropole. Aujourd'hui, on met 30 millions. Mais on met 20 à 20 millions, 21 millions d'euros de tuyaux qui sont refaits. En fait, le service de l'eau... Oui, mais pas de rattrapage seulement. Le service de l'eau et les services des réseaux de chaleur existaient avant 2020. Et donc, on fait cet entretien. Simplement, là, il faut faire ces 27 km. Et donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas lissé, d'abord, il y a une réalité, c'est que si nous n'avions pas eu un début de mandat avec le Covid, en réalité, on aurait commencé 1 an avant. Et donc, on serait peut-être déjà vraiment au bout du tunnel. Donc ça, c'est une réalité et elle frappe toutes les villes de France. Quand on voyage, je suis allé à Bordeaux il n'y a pas longtemps, il y a des travaux partout à Bordeaux. Nos amis de Vichy ont pas mal de travaux aussi. Donc ça, c'est la vie normale d'une ville. D'ailleurs, si le maire ne faisait pas des travaux, on pourrait se demander à quoi il sert. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous l'étalez dans le temps, le risque, Marc-Alexis, c'est que les souffrances soient plutôt du type supplice chinois. Prenez les commerçants, qui eux sont ceux qui sont les plus impactés et sur lesquels nous essayons de trouver des solutions. Donc vous dites, il vaut mieux souffrir il vaut mieux arracher un sparadrap rapidement que de vous l'arracher micromillimètre par micromillimètre. Donc il vaut mieux avoir 3 ans ou 2 ans et demi de travaux
que d'étaler ça sur 10 ans. Ça serait, en fait, là, ça tuerait les commerces, par exemple. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Je connais la réponse pour avoir étudié un peu la question, mais c'est à vous de le dire. Les aides pour les commerces. La situation est très paradoxale, parce qu'il y a des situations très différentes. On a des commerces, et on en a la démonstration, les chiffres de la CCI sont là pour le prouver. On a des commerces qui n'ont pas d'impact par les travaux. Certains commerçants me le disent. Vous en avez d'autres qui ont entre 20 et 30%. Ceux-là, ils relèvent de l'indemnisation. Vous savez, c'est important, c'est une indemnisation amiable. Je veux dire que ce n'est pas le juge qui la détermine, c'est une structure que nous avons co-construite avec la Chambre de commerce et d'industrie, et c'est composé de pairs, c'est-à-dire en fait 2 gens du monde de l'économie et d'experts comptables qui regardent les chiffres d'affaires, qui regardent les chutes et qui proposent un montant d'indemnisation. Et ce montant d'indemnisation, c'est la métropole qui le vote et il n'a pas à la discuter. Donc moi, je ne discute pas. Il se trouve que j'ai signé des indemnisations à l'entour de 50 000 € pour 7 ou 8 entreprises et commerces il y a que de cela un petit mois. Et donc comme ça, au fur et à mesure, les dossiers vont être traités. Simplement, s'il y a aussi des gens qui subissent plus de 30%, voire même des commerces qui ferment. Souvent d'ailleurs, j'attire votre attention, dans la chaussure, dans le textile, dans l'habillement, dans la confection. Ce sont souvent d'ailleurs des fermetures nationales. Quand Habitat nous quitte au Carré-Jaude, tout le monde comprend bien que ce n'est pas les travaux, puisque Habitat ferme dans toute la France. Mais c'est vrai que nous devons être attentifs. Nous avons un taux aujourd'hui de vacances commerciales de 5,2% à Clermont-Ferrand. La moyenne nationale est à 10%. Donc les choses sont sérieuses. Pour ceux qui sont touchés, il ne faut pas du tout le minimiser, mais il faut aussi le rationaliser. Ce n'est pas un drame, il n'y a pas une dévitalisation absolue des commerces à Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, les travaux nous ont amené à parler du rattrapage, c'est le mot que j'ai employé en ce qui me concerne pour les réseaux de chaleur. On a parlé de l'agacement que vous comprenez d'un certain nombre de personnes. On a parlé des commerces aujourd'hui qui peuvent souffrir et certains peuvent être indemnisés. Derrière vous avez parlé de transport aussi, bien évidemment, par rapport aux travaux. Derrière les travaux, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus subliminal, qu'on appelle les canons de la beauté. Alors, ce qui va vous plaire, vous, ne me plaira pas forcément, et inversement. Et pour autant, on a tous besoin, peut-être encore plus dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, d'avoir du beau autour de nous. Est-ce que ces travaux vont nous amener un embellissement de la ville ? Je crois que oui. Seuls les citoyens pourront le dire. Ils peuvent commencer à se projeter avec la maquette 3D qui présente la ville dans les 1 an et demi maintenant. On la trouve sur Internet. On la trouve. Et vous pouvez vous projeter partout pour voir à quoi ressemblera la ville. Il faut savoir que tout ce travail est accompagné d'une amélioration que vous allez commencer à voir maintenant, des travaux en surface, du mobilier urbain, de la végétalisation. On va planter les arbres, on va créer à certains endroits une fontaine, je pense à Balinvilliers. On va donc embellir. Rappelez-vous, Marc-Alexis, n'oublions pas, rappelez-vous les questionnements que nous avions sur le tramway, et ensuite l'enthousiasme de la transformation urbaine que Godard avait réussi avec le tramway. On est dans la même veine. Et je fais le pari que les gens seront satisfaits. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif à créer des espaces publics de qualité. Et parmi les espaces de qualité, il y a la question de la végétalisation. Le fait qu'on construit 2 grands parcs, demain à Saint-Jean et à Saint-Jacques, vont venir justement embellir les choses. Avoir fait tomber la muraille de Chine, ça embellit quand même le paysage de la ville. Les politiques publiques, vous en avez parlé à travers le budget participatif. Vous, Olivier Bianchi, vous êtes fier de quoi en termes de politique publique mise en place depuis votre réélection, donc 2e mandat? D'énormément de choses en réalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est fiers de ce qu'on fait en matière de travail de proximité, parce qu'on focalise beaucoup sur inspirer les travaux, mais il faut comprendre qu'on s'occupe de la vie de tous les jours. Nous, on est très fiers des cours d'école qu'on est en train d'améliorer, on est très fiers du stade Marcombe, on est très fiers, je suis très très fier de 25 Gisèle Halimi, qui est un lieu dédié aux femmes, à la fois victimes de violences, mais pas seulement. Et pour qu'elles trouvent aujourd'hui une place. Et pour montrer qu'il y avait bien un besoin, on reçoit 1000 femmes par mois. On a eu 3000 femmes qui sont venues dans les 3 premiers mois. On a vraiment là créé un lieu dont je suis extrêmement fier. Autre question que je me dois de vous poser,
et qui concerne la sécurité, ou plus exactement l'insécurité à Clermont-Ferrand. Bon nombre de médias, bon nombre de posts sur les réseaux sociaux en font état, c'est du factuel. Il y a une insécurité nationale, il y a une insécurité régionale, il y a une insécurité locale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, et quels moyens mettez-vous en place pour contrer cette insécurité à Clermont-Ferrand et bien sûr sur la métropole? Je crois que le temps où on disait c'est une perception est révolue, c'est une réalité. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de jouer avec les mots. Il y a une insécurité de fait, visible, statistiquement prouvée, sur les cambriolages, sur l'espace public, sur la drogue, qui est le malheur du moment, mais qui est le malheur partout en France, mais qui l'est donc aussi à Clermont-Ferrand, parce qu'on est comme toutes les grandes métropoles. Et donc il faut, c'est un peu le paradoxe, mais accentuer nos efforts. Pour moi, il y a 3 pistes. D'abord, il faut coopérer encore mieux, même si on le fait déjà beaucoup, entre police nationale, État, donc préfet, police municipale, maire, et procureur et justice. C'est Quitte à être à la limite parfois de ce que certains amis de la gauche, vos amis, vous reprochent, c'est-à-dire de privilégier la répression à la prévention? Non, mais il faut faire les deux, mais je crois qu'une partie de la gauche a compris que les plus fragiles sont ceux qui sont les plus soumis à l'insécurité. Je crois que le débat, est-ce que la sécurité est de gauche ou de droite, je crois que c'est fini. La sécurité, c'est demandé par tous les citoyens, et quand on est en responsabilité de façon sérieuse, on doit bien mesurer cette affaire et prendre les mesures qui sont nécessaires. Et on doit coopérer. Et puis la deuxième chose, c'est les moyens afférents. Nous venons de loin, nous avons encore du chemin à faire, mais il y a eu des nouveaux policiers municipaux, il y a une brigade de soirée qui n'existait pas et qui permet la régulation jusqu'à 1h du matin sur le territoire. Nous avons un centre de supervision urbaine, contrairement à la légende, il est bien ouvert 24/24, c'est-à-dire très exactement que quand il ferme la nuit vers 1h du matin, 2h du matin, il est rebasculé sur celui de la police nationale. Et tout le reste du temps, nous avons recruté des personnels qui sont bien devant les caméras, qui ne sont pas simplement des gens qui regardent la télé, ce sont des gens qui travaillent avec les manettes, qui observent les mouvements de foule, qui regardent des situations et qui essayent de détecter avant qu'il se passe des choses, des problèmes qui requerraient les forces de la police municipale. Donc, nous avons mis des moyens, il faudra en faire encore plus, mais nous continuerons dans cette voie. Et puis, le troisième objet, c'est par contre là des sujets, la lutte contre le narcotrafic, quand on a vu ce qui vient de se passer et qui a été terrible sur l'évasion meurtrière, on se rend bien compte que, vous savez, quand on a fait tomber Al Capone, on ne l'a pas fait tomber en embêtant les 2 vendeurs d'alcool au moment de la prohibition qui tenaient un saloon ou un bar dans une rue de Chicago. On a attaqué Al Capone sur ses avoirs financiers. C'est aujourd'hui des mafias, c'est aujourd'hui des mouvements financiers internationaux. Et donc il y a un travail qui doit être porté par l'État, qui doit être porté par l'Europe et qui doit nous aider à lutter contre un banditisme qui aujourd'hui est professionnel, industriel et internationalisé. Olivier Bianchi, j'ai commencé cette émission en vous demandant si ce n'était pas trop dur d'être élu en ce moment, pas que vous d'ailleurs, l'ensemble des élus. Je voudrais terminer en vous posant la question de cette manière. Où est-ce que vous trouvez la niaque, l'envie de continuer à être dans une sorte d'espoir aussi pour ce pourquoi les gens vous ont élu? Je crois qu'on se l'est déjà dit plein de fois, parce que ça fait longtemps que nous compagnonnons ensemble dans des interviews. J'ai des valeurs qui m'ont été inculquées dès l'enfance, d'engagement, de passion pour l'intérêt général. Mon ancêtre avait une devise, là, celui qui est mort, le plus jeune aviateur de France, pendant la guerre de 14-18, il disait « La vie ne vaut d'être vécue si elle n'est point bien remplie ». Et donc, voilà, ça c'est la devise familiale. Je ne me vois pas ne pas agir et ne pas continuer à me mobiliser pour transformer mon environnement, transformer la ville, transformer la vie des gens. Quand vous faites le centre Gisèle Halimi dont je parlais tout à l'heure, ou le centre pour les 0-6 ans d'art, c'est tellement réjouissant, c'est tellement stimulant que vous avez envie de continuer. Tant que vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison d'arrêter. Là où peut-être il faut réfléchir, c'est il faut toujours avoir un nouvel horizon. Il faut une nouvelle... C'est quoi votre nouvel horizon à vous? Je crois aujourd'hui qu'il faut peut-être associer encore plus les forces vives, la société civile,
ceux qui ont quelque chose à dire à Clermont-Ferrand, qu'ils puissent trouver dans la ville et dans son maire quelqu'un qui leur offre l'opportunité d'apporter leur soutien à un nouveau projet, en fait. Donc voilà. de nouveaux visages, de nouvelles personnalités. Des nouveaux talents, des nouvelles personnalités, pas toujours obligatoirement d'ailleurs élus, mais qui se mettent à, un peu comme dans des dynamiques collectives, qui se mettent au service de l'intérêt général. Ça fait une demi-heure que je vous regarde, Olivier Bianchi, avec tous ces livres derrière vous. Vous ne les voyez pas, moi je les vois. Je peux pas ne pas vous poser la question, c'est quoi en ce moment le livre que vous lisez? Je suis en train de lire un livre, alors c'est obligatoire. Le 6 juin arrive bientôt, je lis un livre d'un très grand historien anglais qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Du sable et de l'acier, qui fait 900 pages et que tout le monde considère aujourd'hui comme le livre ultime sur l'histoire du débarquement. Ce livre du sable et de l'acier est intéressant parce que bon, il ne traite pas simplement du débarquement sur lequel nous avons un imaginaire avec Le jour le plus long, avec Paris brûle-t-il, tout ça, des films qui ont créé une idée, mais il revient beaucoup sur toute la préparation du débarquement et c'est absolument saisissant. Par exemple, quelque chose que j'ignorais beaucoup, c'est le nombre d'habitants anglais qui ont été déplacés, qui ont dû abandonner leur maison, leur ferme pour installer pendant plus de 2 ans tous les camps d'entraînement de tous les corps d'armée américains. Et donc, ça s'est fait... là aussi, il y avait du changement et c'était pire que les travaux à la mairie de Clermont. On recevait un courrier de l'État qui vous disait, voilà, vous avez 24 heures pour tout abandonner. Et certains villages entiers ont servi de lieu d'entraînement. Et notamment, il y a des villages qui ont été totalement rasés, y compris des bâtiments patrimoniaux, des vieux châteaux qui ont été rasés par l'artillerie qui s'entraînait à balles réelles, en fait, à obus réels, et qui détruisait les villages. Quand un événement fondamental s'organise avec la puissance publique, il y a quelquefois comme ça des sacrifices que nous devons faire, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'aujourd'hui, on oublie les difficultés, on oublie les sacrifices, et on voit les résultats, et on est satisfait. J'espère qu'un jour, on oubliera c'est pas du tout de la même dimension, mais quelques sacrifices pour regarder le résultat qui aurait été fait. Merci Olivier Bianchi. Merci à vous.